L'automne est bien installé. Les couleurs se déploient. Dans cette transition, le vert s'efface doucement, laissant place à des teintes de feu. C'est le début d'une métamorphose silencieuse où chaque arbre devient une œuvre vivante, célébrant l'éphémère. On dit que les couleurs naissent lorsque la chlorophylle s'efface, mais j'aime imaginer qu'il s'agit d'une seconde vie. Comme si chaque arbre choisissait, dans un dernier élan, de peindre sa plus belle toile avant l'hiver. Un rappel que le changement, même subtil, porte toujours en lui une promesse de renouveau. L'automne dans le Kamouraska, c'est inévitablement le contraste de ses couleurs avec le bleu du ciel à l'horizon, mais surtout avec le bleu mer du fleuve qui borde la région. C'est sans doute cette idée de mer dans l'imaginaire des Québécois, qui n'en est pas une, faut-il le préciser, qui les attire sans doute autant. Idem pour les nombreux artistes au fil du temps qui y sont passés, qui s'y sont souvent installés et qui, à travers leurs œuvres, en témoignent, balayant les 4 saisons de l'endroit. C'est sans contredit un territoire unique, n'ayant pas de véritable comparaison, où les couchers de soleil reconnus partout sur le globe nous rendent des plus contemplatifs de la beauté de cette lumière passagère. L'exemple parfait, c'est l'artiste peintre Michel Leroux. Un artiste qui a su créer sa propre démarche et qui peint la forêt, l'eau et la lumière depuis des décennies, particulièrement touché par cette région singulière. J'ai envie de saisir dans quelle mesure la forêt est une source infinie d'inspiration pour lui. Qu'est-ce qui l'a poussé à s'installer, lui, dans le Kamouraska? Lorsqu'on randonne, nous avons un rapport particulier avec la nature. Qu'en est-il pour les artistes? Pour Michel? J'ai commencé quand mes parents m'emmenaient sur la ferme de mon oncle à Buckingham. À partir de l'âge de 10 ans, j'allais aider mon oncle sur la ferme. Et puis, le bois m'attirait beaucoup en arrière de la ferme. Ça fait que quand j'avais fait mon ouvrage le matin, le train et tout ça, et là, je m'égarais dans la forêt, puis je me faisais des sentiers, puis je passais mon temps là. La première année, je suis resté 3 jours d'affilée dans le bois. Il a fallu que toute ma parenté arrive pour faire une battue, pour me retrouver dans le bois. Ils m'ont retrouvé en haut d'un arbre qui ventait, puis j'avais bien du plaisir à être là. Et puis après, ils m'ont laissé aller pendant tout l'été. J'ai toujours été dans la forêt jusqu'à l'âge de 16-17 ans. Le Kamouraska, dans le Bas-Saint-Laurent, est souvent célébré pour ses panoramas spectaculaires au bord du fleuve, où les randonneurs cherchent à s'imprégner des vastes étendues d'eau et du ciel infini. Mais aujourd'hui, notre aventure prend un autre chemin. Avec nos bottes bien lacées, nous quittons les rivages pour explorer un Kamouraska intime, presque secret. Ici, pas de fleuve ni de ciel à l'horizon. C'est la forêt qui nous guide, une forêt mouvante, vivante, presque vibrante sous nos pas. Car c'est dans ces lieux, loin des foules et des sentiers battus, que Michel trouve son inspiration. Cet artiste peintre explore la lumière qui traverse les feuillages, le vent qui secoue les arbres, les mouvements fugaces de la nature. Ici, chaque sentier devient une galerie d'art à ciel ouvert. Les couleurs de l'automne, dorées et cuivrées, semblent surgir d'une toile, tandis que le murmure des chutes cachées ajoute une mélodie au silence. Randonner dans le Kamouraska intérieur, c'est redécouvrir l'invisible, voir ce que l'on ne regarde pas. Un arbre, une chute d'eau, une ombre dansante sur le sol, tout ici respire l'art et le mouvement. Avec Michel, l'art n'est pas un arrêt sur image, c'est un hommage à la vie qui passe, comme nos pas qui tracent aujourd'hui un autre regard sur cette région magnifique. Kamouraska est quelque chose de particulier. Le Kamouraska, le Bas-Saint-Laurent, il y a une lumière que je ne trouve pas ailleurs. En tant que peintre, c'est difficile à expliquer. J'ai commencé à peindre, j'étais surtout dans les cantons de l'Est, parce que je connaissais la place. Je commençais à peindre comme je peins aujourd'hui. Et puis, mais j'avais une lumière qui était un peu plus blanche, plus style impressionniste. J'ai découvert cette lumière-là ici, dans le Kamouraska, à cause du fleuve, à cause des montagnes. Le mélange des deux
me donne la lumière que je recherchais tout le temps. Je ne détesterais pas retourner au Mont-Tremblant pour faire ma peinture, ça va être d'autres choses. Mais ici, là, je savoure chaque instant que je suis dans le bois, puis que je suis là le matin de bonne heure. Là, tu vois la lumière qui prend le haut des cimes, qui descend tranquillement. Mais quand elle touche le chemin, puis que là, il y a des raies dans le chemin, c'est là que j'ai la colonne qui s'en va un petit peu tout croche. Je randonne seul au cœur du Kamouraska. Ici, la forêt m'accueille comme un vieil ami. Un silence habité m'enveloppe. Un peu plus loin, une passerelle se déploie devant moi, suspendue au-dessus du sol. Elle me mène à une rivière sinueuse, comme un serpent tranquille qui dessine la forêt. J'ai la chance de me retrouver dans le Kamouraska, une région bien connue, vous le savez, pour les paysages qu'elle offre, surtout en bordure de fleuve. Ces magnifiques couchers de soleil, la lumière ici qui est extraordinaire, qui est recherchée d'ailleurs et qui inspire beaucoup de peintres qui viennent s'établir ici en période estivale. Eh bien, au nord, un peu plus dans les terres, ici, entre autres à Saint-Onésime-d'Ixworth, il y a des sentiers qui sont offerts aux randonneurs. Des sentiers qui sont utilisés surtout pour la raquette et le ski de fond en période hivernale, qui en ont beaucoup à offrir aux fondeurs. D'ailleurs, pour la petite anecdote, à peu près chaque village ici a ses sentiers de ski de fond. Mais pour le randonneur que je suis, c'est une option qui est fortement agréable. On retrouve, entre autres, sur le sentier où je me trouve, de l'information sur la mycologie, des panneaux d'interprétation. Ça nous permet d'approfondir un peu plus le sujet. Et les sentiers suivent la petite rivière Sainte-Anne d'un côté ou de l'autre. Donc, ça nous amène une panoplie de différents paysages. Alors, je vais me plaire à explorer le tout. Début octobre, les sentiers du Kamouraska se partent d'un charme bien particulier. C'est à cette période que les champignons s'invitent discrètement aux abords des sentiers, comme pour nous rappeler leur rôle crucial dans nos forêts. L'observation des champignons n'a rien de banal. On en a déjà souvent parlé dans l'émission, mais il y a toujours quelque chose de fascinant dans cette quête. Le mycologue amateur se laisse guider par son œil curieux, à la recherche de ces trésors discrets, souvent cachés sous les feuilles mortes ou à l'abri de souches en décomposition. Ici, c'est le règne de la diversité. Des espèces comestibles, médicinales ou encore simplement décoratives se côtoient dans une harmonie parfaite. D'ailleurs, certains sentiers ont même été spécialement aménagés pour préserver ces écosystèmes et permettre leur observation. Mais dans le Bas-Saint-Laurent, on va encore plus loin. On valorise les champignons comme un véritable vecteur économique et touristique. C'est là qu'entre en scène Pascal G. Malenfant, auteur du livre « Sur le chemin des champignons », une véritable référence sur le mycotourisme au Québec. Pascal est aujourd'hui conseillère en développement mycologique et innovation à la MRC du Kamouraska. On va parler de la saison mycotouristique, c'est l'automne. C'est à propos avec l'arrivée des champignons dans nos forêts. Le mois de septembre, c'est le mois du champignon. Il y a plus de 50 entreprises impliquées. Quand même. C'est gros, là. Et l'événement fort, c'est le Festival des champignons forestiers du Kamouraska. 3e fin de semaine de septembre.
c'est un must. C'est un happening. C'est un happening. C'est vraiment un événement le fun. La vibe est bonne, les gens sont contents. Ça fait un bout de temps que ça roule, donc, le champignon quand même. Mais qu'est-ce qui explique cet engouement-là, plus récent, disons? À quelque part, le Québec, c'est un peu comme un leader, même en Amérique du Nord, au niveau de la mycologie. Là, il y a toute une expertise ici. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a une volonté de développement. Ça se passe, là. On a vu le potentiel. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Puis effectivement, les gens ont envie de vivre la forêt. Les mycotouristes, ils ont tous une motivation différente. De vouloir faire quelque chose de spécial, de se créer une identité mycologique, en fait. C'est ce qui s'est passé dans les derniers 15 ans. Et puis, on est là aujourd'hui avec le Kamouraska mycologique, qui est de plus en plus structuré, qui a de plus en plus de rayonnement. C'est des centaines d'entreprises puis d'organisations qui sont impliquées. Donc, et puis là, on poursuit. Fait que dans 10 ans, le Kamouraska mycologique, ça va être encore plus hot. Puis toi, avant d'arriver en poste, tu avais quand même déjà une expérience en mycologie où tu l'as développé vraiment avec ce nouveau défi-là? Oui, mais j'avais déjà une expérience. J'ai justement un background de recherche appliquée au niveau de la mycologie, des mycotechnologies. Tu as écrit un livre aussi aux Éditions de l'Homme là-dessus. Oui, j'ai fait ça. Mais en fait, tu vois, tout ce qui se passe au Québec au niveau du mycotourisme, c'est pas tout le monde qui sait que le Québec est un leader en Amérique du Nord au niveau de la mycologie et du mycotourisme. Donc, ce livre-là arrive à ce moment-ci pour mettre en valeur les entreprises du Québec qui font découvrir les champignons. Par région. C'est ça. Génial. C'est fun, hein? Oui. La forêt, surtout en automne, a ce pouvoir unique d'inspirer ceux qui s'y aventurent. Elle est intemporelle, témoin silencieuse des générations qui l'ont traversée. Marcher en forêt, c'est un peu comme remonter dans le temps. C'est visiter le passé, celui de la terre, des arbres centenaires, des sentiers façonnés par les pas d'innombrables rêveurs. Mais c'est aussi regarder vers l'avenir et comprendre l'importance de la protéger. Son apport dans nos vies est inestimable. Certains en ressortent artistes, inspirés par ses couleurs, ses formes et ses mouvements. D'autres y trouvent la paix, le silence ou simplement le plaisir de randonner. Mais au fond, tout le monde s'y rend pour la même raison, se connecter à quelque chose de plus grand que soi. La forêt, c'est un temple, une source d'inspiration, de contemplation et de ressourcement. Elle nous rappelle que nous ne sommes que de passage et qu'il est de notre devoir de l'admirer et de la protéger. Car c'est en la préservant que nous continuons de nourrir ce lien essentiel qui unit l'humain à la nature. Aujourd'hui et pour les générations à venir. C'était un 20 mai 1980. À 6 heures le matin, ma fille vient au monde. Moi, je sors de l'hôpital vers 10 heures. Je pleurais tout le temps. Ça fait que ça a été un congé pour tout le monde dans la chambre. Et puis, je suis rentré dans un magasin de peinture d'artistes. J'ai acheté des toiles, j'ai acheté des pinceaux, toutes sortes de couleurs. Et j'ai commencé à peindre cette journée-là. C'est une charge d'émotion, c'est là que le message est rentré. Pour arriver à ma peinture aujourd'hui, j'ai peint chaque jour pendant 4 ans en effaçant mes tableaux. Pour arriver à trouver qu'est-ce que j'avais à dire, il fallait que ça sorte de moi. C'est ma palette, puis c'est mon pinceau qui décide de tout. Et puis moi, je suis là-dedans. Il faut que tout se rende à partir de ma main, de ma tête, de mon ventre, de tout mon corps là-dedans. Puis, tu sais, je vais dans des musées partout.
J'ai été au MoMA, j'ai été voir des Jackson Pollock, des Rothko, plein de monde. Et quand je suis devant le tableau, c'est pas comme je regarde un livre puis je me dis « Ah, ça a l'air facile, c'est juste du dripping, c'est juste lancé, ah, ça a l'air facile. » C'est des fonds de couleur. Mais non, quand tu arrives devant le tableau puis tu as les deux genoux qui tombent à terre puis que tu pleures devant le tableau, là, tu as compris que le peintre, il a mis ce qu'il y avait dans le ventre, dans le tableau. Là, tu dis « Ça, c'est un vrai. » Tu sais, c'est ça. Atteindre ce but-là, là, ça serait du crémage sur mon gâteau, un petit peu. Dans ma famille, l'art n'était pas un passe-temps. C'était une évidence. Mon père peint depuis toujours, en tout cas, d'aussi loin que je me rappelle. Les couleurs, les formes, les gestes, il a su transformer napperon, bout de papier ou toile en un refuge pour la création. Autour de lui, des amis peintres gravitaient, comme Richard Savoie, capturant la lumière avec une finesse rare, immortalisant des scènes qui respirent la sérénité et la beauté du quotidien. Mais c'est Gabriel Messier, mentor et artiste accompli, qui a profondément marqué mon père, Georges. Le Musée national des beaux-arts du Québec conserve certaines de ses œuvres, témoignant de son talent et de son influence dans le paysage artistique québécois. La maison familiale respirait l'art. Les livres de grands maîtres, Monet, Rembrandt, Picasso, s'empilaient dans la bibliothèque. Avec Samuel, mon frère, nous nous amusions à les feuilleter, cherchant à reproduire ces chefs-d'œuvre, maladroitement, mais avec passion. Mon frère Samuel, après des années d'expérimentation sur papier, il s'est tourné vers le théâtre. Une autre scène, une autre toile. Puis, des années plus tard, il est revenu à ses premiers amours, la peinture, le dessin, la sculpture. Aujourd'hui, toutes ces formes d'art font partie de sa vie, à la fois passion et métier. Je me souviens d'une journée où, enfant, nous avions suivi notre père à Saint-Joseph-du-Lac. Il s'était installé dans un champ avec son chevalet et ses tubes de couleurs. De notre côté, Samuel et moi étions armés de calepins et de fusains. C'était un de ces rares moments où tout se soude. L'art, la nature et la famille ne faisaient plus qu'un. Je n'ai jamais développé ce talent comme mon père ou mon frère. Mais quelque part, ce que j'ai appris dans l'atelier de mon père, à travers ses livres et ses journées passées à dessiner, m'accompagne encore. Car observer, ressentir et transmettre, c'est là que l'art et la vie se rejoignent. Je travaillais le jour, j'arrivais le soir. Après le souper, j'avais ma fille qui était assise à côté de moi, je veillais sur elle, puis je peignais en même temps. J'avais un petit chevalet dans mon sol, puis je peignais un tableau. J'effaçais le tableau après la soirée ou le lendemain. Je recommençais sur la même toile. Puis ainsi de suite pendant 4 ans. Ça fait que, tu vois, aujourd'hui, je peux en remercier ma fille pour ça, ma femme qui a accouché de sa fille, puis ben, le couple, puis le trio qu'on a fait toute notre vie, parce que ça a beaucoup de... Ça a beaucoup de... Comment je pourrais dire ça? De contentement, d'amour là-dedans. Ça fait que c'est comme si on avait été 3 à peindre tous ces tableaux-là depuis que je peins. Aujourd'hui encore, je m'intéresse à tout ce qui se fait. Même ce que, à première abord, je n'ai pas aimé, je me demande, mais pourquoi il fait ça? T'sais? Puis là, après, je comprends ce qu'il voulait dire, mais peut-être que moi, je ne l'aimais pas, mais c'est pas grave, ça. Quelqu'un peint parce qu'il veut peindre. Ça aurait pu être pas bon, ce que je fais,
mais que moi, je l'aime. Mais ça a donné que les gens l'ont aimé, apprécié. Ça a continué. Puis aujourd'hui encore, ça continue. En marchant dans le sentier et en observant, je me suis rendu compte qu'on avait ici une présence accrue de bouleaux jaunes qui accompagnent souvent le sapin baumier en duo comme ça. Évidemment, il y a d'autres essences, mais elles prennent le dessus. On le voit aussi avec l'érable à sucre et le tilleul. Le bouleau jaune qui est souvent confondu avec le bouleau, mais qui est souvent à tort appelé le merisier. On n'a pas de merisier ici au Québec. Le bouleau jaune, il faut se rappeler, c'est l'enseigne du Québec. Le soleil décline doucement. Il est temps de rentrer. Un refuge apparaît au détour d'un sentier. Utilisé principalement en hiver, il me sert aujourd'hui d'escale. Le temps d'une pause, je repasse ma journée en tête. Tout de suite, quand j'ai pénétré dans son atelier, la première fois, l'odeur de l'huile, les toiles, ça m'a ramené à mon enfance. Parce que mon père faisait pas mal de peinture à l'époque. Et puis même à l'occasion, on l'accompagnait, mon frère Samuel et moi, à la campagne. On s'assoyait, on pouvait dessiner des granges, des paysages avec fusain ou même des fois un simple crayon mine. Mais ça nous permettait de profiter de la nature, de l'observer, de voir comment elle pouvait bouger. Parce que la nature est toujours en mouvement. Puis je peux comprendre que ça inspire les artistes. Et depuis toujours, on n'a que pensé à des Monet, par exemple, ou d'autres grands artistes de différentes époques qui ont toujours repris cette nature-là. On essaie de transmettre cette émotion-là, puis après, il y a quelqu'un d'autre qui le reçoit. Je peux comprendre les artistes de représenter la forêt dans leurs œuvres. La forêt, comme randonneur, bien, ça m'apporte des émotions, ça m'apporte une vibration aussi qui est assez unique, que je ne retrouverais pas à randonner en ville, mais pas du tout. C'est pour ça qu'on y retourne, c'est pour ça qu'on refait des photos, c'est pour ça qu'on refait des toiles, des sculptures qui représentent cet élément-là qui nous entoure, parce que la forêt a vraiment une façon de communiquer avec nous directement. Pour moi, randonner en forêt, c'est pratiquement comme un geste artistique. Ça me fait rêver, ça m'amène ailleurs. C'est un peu comme regarder une toile puis de ressentir une émotion, mais c'est une toile qui est vivante.